Très bien. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition là, des Ficelles du métier. Je vois qu'il y a maintenant de plus en plus de personnes qui sont là régulièrement. Merci à vous et puis n'hésitez pas à en parler ici et là. Donc, je rappelle toujours classiquement pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois qu'on a deux formats. Un qui s'appelle les Ficelles du métier dans le cadre des conférences du doctorat en administration de l'UQAM, qui sont plus dédiées aux méthodologies, aux métiers d'enseignant-chercheur. Et puis les conférences intersections qui sont plus liées à des thèmes de recherche qui peuvent tous nous préoccuper, qui sont transversaux à nos disciplines. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, par exemple, il y a une conférence extrêmement intéressante sur le corps qui est donnée par Dominique Roux, qui est en marketing, mais qui peut nous intéresser toutes et tous. Donc voilà, aujourd'hui, on est ravis d'accueillir un collègue de l'UQAM, Martin Chadouin, qui va se présenter, mais dont je vais juste signaler qu'il est spécialiste d'ergonomie du travail, notamment, et puis qu'il a utilisé dans le cadre de sa thèse un dispositif qui peut paraître parfois soit ambitieux, soit qui peut un peu perturber quand on est en thèse, en se disant est-ce que je vais être capable de faire ça dans le cadre d'une thèse, qui est la recherche-intervention. Et du coup, on est très content que Martin nous partage son expérience autour de ça. Bienvenue à toi, Martin, et je te cède maintenant la parole. Bon, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Martin Chadouin, professeur en organisation du travail et aussi ergonome. Je vais vous expliquer tout ça. J'ai une présentation, donc je vais vous mettre ma présentation. Il faut que je trouve la bonne. Tac. Donc, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Est-ce qu'elle s'affiche en plein écran? OK. Bon, j'ai sobrement et de façon très esthétique intitulé ma présentation « Produire des connaissances scientifiques en transformant les situations de travail ». Comment, pourquoi, le récit d'une recherche-intervention. Je suis très content de parler de ça, non pas parce que je veux diffuser la bonne parole et la bonne façon de faire de la recherche-intervention, mais parce que c'est un devis que j'ai utilisé dans ma thèse et qui m'a posé, pas des problèmes, mais de nombreuses questions. Et donc, en fait, j'aimerais bien partager avec vous tout ça et en discuter après, savoir vous comment ceux qui en font se positionnent là-dessus, ou ceux qui voudraient en faire, qu'est-ce qui leur fait peur. Donc, c'est bien humblement que je vous parle de mon expérience qui est tout à fait discutable, questionnable, creusable. Mais avant toute chose, comme tout prof qui se respecte, un prof, ça parle de son sujet, mais ça parle beaucoup de soi à travers son sujet. Donc, je vais vous faire quelques petits mots sur mon parcours. Moi, j'ai commencé par un parcours professionnalisant de conseiller SST. Donc, l'idée, c'était quand je suis rentré aux études, au bout de 2 ans, j'allais me retrouver à aller sur les chantiers de construction, et dire à Robert qui a 35 ans de métier, Robert, porte ton casque quand même, il ne faut pas déconner, tu prends des risques, c'est pas bon, toi fais ci, toi fais ça, attention, les règles de santé et sécurité, il faut les respecter. Puis à l'époque, voilà de quoi j'ai l'air. Crédibilité proche de zéro, expérience très inexistante, savoir technique très peu satisfaisant, et donc je ne me voyais pas du tout rentrer sur le marché du travail et dire à Robert, qui lui a toute une expérience de travail depuis toutes ces années, lui dire de porter son casque. Donc, j'étais un peu coincé dans ce parcours-là. Et au détour d'un cours d'ergonomie, j'ai entendu un prof, Alain Garrigou, qui m'a parlé de la règle. Et il m'a surtout parlé de l'infraction à la règle. L'infraction à la règle, elle ne doit pas se sanctionner, ou en tout cas pas au début. Elle doit surtout se comprendre. Ça, c'est très important pour moi parce que ça veut dire que finalement, ces règles prescrites, qui constituent un peu le système organisationnel, représentent jamais vraiment ce que vont faire les gens. Et en fait, elles ne devraient même pas essayer de représenter ce que vont faire les gens, elles devraient simplement servir de guide. Et quand on voit un écart à la règle, il faut s'en saisir comme une opportunité pour comprendre ce qui fait un peu la force de la personne, l'intelligence de la personne. Et ça, c'est typique de l'ergonomie, cette posture-là, la posture de l'activité de travail. Typique de l'ergonomie francophone de l'activité, mais on a aussi la sociologie du travail, évidemment, on a la clinique d'activité de Clos, la psychodynamique, bref, toutes ces disciplines-là. Mais en ergonomie, on se centre vraiment sur cet écart prescrit réel et on pose des dispositifs d'intervention. Donc moi, j'ai eu une formation très intervention. Je suis un intervenant de formation. Et l'ergonomie francophone de l'activité, c'est une discipline qui est issue du mouvement syndical et c'est une discipline qui a été assez anti-tayloriste, anti-fordiste. Donc, il a vraiment essayé de se positionner contre ce système organisationnel, ce système de contraintes qui essaye de former, mouler, forcer les gens à développer des comportements qui sont ceux qui sont liés à une certaine aussi performance économique, évidemment. Alors, je vous vois venir gros comme un camion, là. Vous me dites, oui, mais l'ergonomie, c'est la chaise.
C'est la chaise, c'est le bureau, c'est tout ce qui est ergonomique et adapté. Moi, je vais vous répondre que nenni. L'ergonomie, ce n'est pas du tout la chaise. L'ergonomie, c'est la relation entre la personne, sa situation de travail, les objectifs de performance et les moyens qu'on lui donne. Et la chaise fait partie des moyens qu'on lui donne. Mais si je veux comprendre si la chaise est adaptée, il faut que je comprenne qu'est-ce que fait réellement cette personne. Une chaise va être adaptée pour une personne qui va rester tout le temps à son poste, mais quand on regarde Jean-Michel qui est assis et qui d'ailleurs, petite astuce, il est très mal assis sur sa chaise, il va avoir très mal aux épaules et sûrement au coude dans peu de temps. Mais si on veut savoir si le ballon, par exemple, est adapté à son travail, il faut bien qu'on sache qu'est-ce qu'il fait vraiment. Et donc, en ce sens, la fiche de poste, la description des tâches ne nous permet pas de comprendre ce que fait vraiment Jean-Michel. Ce qu'il faut qu'on aille voir, c'est concrètement ce qu'il fait. Donc, l'ergonomie, ce n'est pas la chaise. La chaise fait partie du système de contraintes qu'on donne pour pouvoir obtenir une certaine performance. Mais ce n'est pas le travail, la chaise, et ce n'est surtout pas l'ergonomie. L'ergonomie, si on devait la résumer très très rapidement, on pourrait la résumer à partir de comprendre le travail pour le transformer. Donc, c'est une discipline d'intervention, l'ergonomie. Ce n'est pas une discipline juste d'observation, c'est une discipline qui cherche à transformer les situations de travail en se basant sur la compréhension du travail réel, celui qui est réellement fait par les personnes en situation. Donc, je vous propose un ouvrage de base, Guérin-École, 2007. C'est le titre de l'ouvrage, Comprendre le travail pour le transformer. L'idée, c'est que c'est ça. On veut comprendre ce que font vraiment les gens pour transformer cette organisation, ce système de contraintes. Et on part de l'idée qu'il y a toujours un écart entre prescrit et réel, et que c'est dans cet écart que se joue la capacité des personnes à faire autrement et à dire qu'ils font autrement. Et ça, on va le voir, ça va être très important dans ma recherche-intervention, le fait qu'on donne l'espace et le temps aux gens de pouvoir s'exprimer sur leur travail. Et c'est dans ce temps et cet espace qu'on laisse aux gens pour s'exprimer sur leur travail, mais aussi pour développer leur façon de faire, que se joue l'ensemble des performances de l'entreprise. Qu'on soit dans la performance économique, la performance humaine, donc la santé par exemple, ou le développement des compétences, la performance écologique, en tout cas, toutes les performances. Le problème, c'est que les ergonomes, comme on est très, originellement, on est très politiquement ancré du côté des syndicats, on a toujours eu du mal à se saisir de l'organisation comme un objet. On a eu toujours du mal à se saisir du travail des gestionnaires. Ça a été vraiment, pendant très longtemps, l'idée que le gestionnaire, finalement, n'était même pas lui-même considéré comme un travailleur. C'était un gestionnaire et donc, on devait lui porter la représentation du travail réel des employés et espérer que cette personne-là puisse la comprendre. Mais au début des années 2000, de plus en plus d'ergonomes ont commencé à s'intéresser aux gestionnaires comme un travailleur. Parce qu'on se rend compte que finalement, les gestionnaires, eux aussi, ils souffrent, eux aussi, ils ont du mal. Et donc, je vais me placer sur cet écran-là, comme ça je peux vous regarder. Et donc, il faut absolument comprendre leur travail comme une activité. Et c'est un peu mon projet, moi. Mon projet de recherche, mon projet de recherche dans mon début de carrière académique, c'est plutôt que de comprendre le travail pour le transformer, c'est essayer de comprendre le travail comme une activité pour le gérer. Et donc, c'est aussi de questionner le rôle des gestionnaires face au travail comme une activité. Parce que la gestion a fortement tendance à se saisir du travail, mais du travail prescrit. C'est-à-dire la liste de tâches, la liste de compétences, les process, tout ce qui est le modèle très refroidi de ce qui se passe. Et la gestion, et moi je parle pour la chapelle dans laquelle je prêche, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines, a énormément de mal à aller dans les situations de travail. On est vraiment sur un regard beaucoup plus macro, très refroidi de comment ça se passe. Donc moi, mon objectif, c'est un objectif, je veux dire bien humblement, c'est d'essayer d'introduire ce travail-activité dans les raisonnements de gestion pour faire en sorte qu'on se saisisse de l'activité de travail. Voilà, grosso modo, mon positionnement. Je pense que c'est important que vous compreniez d'où je regarde le travail pour que vous puissiez ensuite me poser des questions ou me dire que vous n'êtes pas d'accord, évidemment. Alors, mon projet de thèse doctorale, ergonome que je suis, encadré par une professeure de gestion, en fait, j'ai voulu arrimer ces deux disciplines-là, pour commencer à le comprendre, donc être dans une posture interdisciplinaire. Et quand on veut faire l'interdisciplinarité, il faut qu'on s'assure que nos deux disciplines, elles peuvent discuter ensemble. Parce qu'évidemment, il y a des postures épistémo, des postures métaux, des postures théoriques qui ne sont pas assimilables l'une à l'une, ou en tout cas articulables. Et en fait, donc en fouinant un peu là-dedans, je me suis rendu compte que l'ergonomie et la gestion pouvaient être considérées comme des sciences de conception. Et une science de conception, ce que ça dit, puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est David, c'est Hatuel, la science de conception, c'est de se dire que le chercheur, il participe directement ou indirectement à la construction mentale ou concrète de la réalité qu'il étudie. Okay. Donc,
on est vraiment dans un positionnement très épistémo quand on parle de science de la conception. On considère que la réalité, elle préexiste pas, elle n'est pas naturelle, elle n'existe pas en dehors des humains qui vivent ou naviguent ou traversent à travers cette réalité, et que le chercheur, s'il s'intéresse à la réalité d'une organisation, forcément, il va devoir participer directement ou indirectement à sa construction. Donc ça, c'est mon point un peu épistémo, la façon dont je me suis positionné. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que dans notre situation d'intérêt, qui peut être une situation de travail, qui peut être un ensemble de situations de travail d'une organisation, une situation de travail gestionnaire, peu importe, on peut avoir deux postures. On peut avoir une posture externe, donc je regarde la situation sans forcément en étant à l'intérieur et sans essayer de l'influencer, et je peux avoir une posture intervenante. Et en fait, je vous dirais même plus, on a forcément l'une ou l'autre des deux postures. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas qu'on fait un choix sur l'une ou sur l'autre, c'est que dans une recherche-intervention, on navigue à travers ces deux postures. Il y a des choses que je vais observer sans y prendre part, et il y a des choses que je vais observer en y prenant part, en les déclenchant, en les engendrant. Ce que ça veut dire aussi, c'est que, bon, il faut aussi, partons du principe qu'une organisation, c'est un ensemble constitué d'individus qui peuvent former des collectifs, d'artefacts matériels et immatériels, ça c'est vos outils, c'est le cloud, c'est nos marteaux, c'est les tables, les chaises, et de règles formelles et informelles. Alors les règles, il ne faut pas les comprendre comme des interdictions, il faut les comprendre comme des principes organisateurs qui sont formels, ça c'est la fiche de poste par exemple, ou qui sont informels, autonomes, ça c'est les façons de faire qu'on négocie avec nos collègues pour être plus performants. Une des façons d'agir en recherche-intervention, ça peut être de transformer les représentations mentales des gens qui sont dans la situation. C'est un peu ce que faisait la recherche-action. On travaille avec les gens pour essayer de les faire réfléchir sur leur situation, pour ensuite les mettre en mouvement, et qu'eux-mêmes puissent transformer les règles formelles ou informelles, qui puissent transformer les artefacts. Donc ça, c'est un positionnement spécifique du chercheur intervenant. D'accord ? Mais il y a aussi le fait qu'on va travailler sur les artefacts, ou sur les règles, et ça va aussi engendrer une transformation des représentations. Donc, on va participer à construire la réalité de façon à partir des représentations mentales ou à partir du concret. Okay, et ça, c'est deux avenues qu'on va faire de toute façon. Je pense qu'il faut l'accepter en tant que chercheur intervenant, qu'on ne va pas de façon privilégiée s'engager soit dans la transformation des représentations mentales, soit dans la transformation du concret de la situation de travail. Les deux sont liés. Et je vous invite à vraiment considérer le fait que j'ai mis des doubles flèches. Parce qu'en faisant ce travail-là, le chercheur, qui est lui aussi une personne en activité dans une situation, il va aussi se produire. En produisant, en transformant les représentations mentales des gens, il va également transformer ces représentations à lui. Et c'est ça vraiment la clé de la recherche-intervention pour moi, c'est qu'on est dans une situation vraiment de collaboration, de coproduction, où en tant que chercheur, je me produis dans cette relation avec les employés, les gestionnaires, peu importe les parties prenantes avec qui on a parlé. Ça veut dire qu'on produit des connaissances utiles. Et ça, si on fait de la recherche-intervention, c'est qu'on veut produire des connaissances utiles au milieu. Sinon, on ne fait pas de recherche-intervention. Donc, notre objectif, c'est de transformer les milieux de travail. Donc, on doit produire des connaissances qui sont utiles à cette transformation. Mais on a une responsabilité très forte. C'est qu'on doit produire des connaissances scientifiques. Sinon, on est juste un consultant. Et on fait juste de l'intervention. Donc, la recherche-intervention, c'est vraiment dans l'idée que je veux transformer le milieu en produisant des connaissances utiles et je veux transformer les connaissances scientifiques en produisant des scientifiques, que ce soit sur le contenu de la transformation, sur la façon de les transformer, sur le devis méthodologique, peu importe. En bref, la recherche-intervention, ce que nous dit David, c'est que ça vise à aider sur le terrain, concevoir et à mettre en place des modèles et des outils de gestion adéquats à partir d'un projet de transformation plus ou moins défini. Grosso modo, on veut, à partir de modèles scientifiques, connaissances scientifiques, aider le milieu à se transformer et par cette transformation, produire de la connaissance scientifique. Donc, on produit des connaissances par et pour la transformation. On est vraiment dans le show de l'activité du chercheur. On est vraiment dans les deux mains dans le cambouis à essayer de transformer cette situation de travail. Je vous invite à considérer cette petite partie rouge à partir d'un projet de transformation plus ou moins défini. Puis là, je vais commencer à mettre ma paire de lunettes intervenant, ce qui fait le cœur de ma formation. Ça, on appelle ça la demande du partenaire. Parce qu'on ne fait pas de la recherche-intervention sans un partenaire. Il nous faut un milieu qui a une demande sociale. Alors en gestion, on va souvent se retrouver face à des demandes concernant la performance, concernant la santé des personnes qui travaillent, concernant le développement des compétences, des projets de conception architecturaux, peu importe.
On va se retrouver face à ce genre de demande. Mais la recherche-intervention, ce n'est pas qu'en gestion. On va en avoir aussi dans le communautaire, on va en avoir aussi dans l'organisation sociale générale. Donc, c'est vraiment, il y a toujours une demande du partenaire. Là, je rentre dans le récit. Je rentre par la demande. OK. La demande, c'est qu'en fait, avec un collègue, au début, je vais vous le dire honnêtement, ce n'était pas une recherche-intervention, ce vers quoi on se lançait. C'était une intervention de conseil. Moi, je cherchais un peu des contrats à droite à gauche en parallèle de mon doctorat. J'étais sur un autre sujet. Et donc, avec ce collègue-là, on se retrouve à rencontrer une directrice générale de municipalité dans un colloque et on discute avec elle. Puis elle nous dit « Ah, ça tombe bien, moi, c'est intéressant ce que vous dites, blablabla. Moi, j'aimerais mettre en place une politique RH pour mieux contrôler ce que font mes employés. » Bon. Règle numéro 1 de l'intervenant, on ne s'arrête jamais à ce que dit la personne et on se met directement en analyse. Ce qu'il y a dans la phrase de cette personne-là, c'est une solution. Une solution. Elle veut en place une politique RH. Et parce qu'elle a une certaine représentation du problème. Selon elle, la politique RH va lui permettre de mieux contrôler ses RH. Astuce numéro 1, il faut toujours creuser les problèmes. Votre boulot de chercheur et d'intervenant et de chercheur-intervenant, c'est de construire le problème. C'est de construire le problème pour ensuite pouvoir y répondre avec une solution. Si vous faites qu'appliquer des modèles de solutions qui sont déjà conçus avant pour d'autres situations, vous allez passer à côté du plaisir de faire de la recherche-intervention. Donc, la première construction qu'on fait dans la recherche-intervention, c'est celle du problème. Nous, on est là pour réfléchir le problème. Et les solutions vont découler ensuite de notre démarche d'intervention. Donc, on creuse un peu, on la questionne, cette personne-là. Comment ça, vous voulez plus de contrôle? Pourquoi vous voulez plus de contrôle dans vos employés? C'est quand même déjà une solution. Pourquoi vous auriez besoin d'un consultant pour faire ça? Et elle nous explique, en fait, et là, elle commence à nous révéler son travail. Mais en fait, c'est qu'elle ne voit pas ce que font ces travailleurs. Elle n'arrive pas à le saisir. Pas dans le sens que les travailleurs ne le font pas, pas dans le sens que les travailleurs vont tricher, dans le sens que quand elle regarde sa situation de travail, elle n'a pas les outils, elle n'a pas les dispositifs, elle n'a pas les procédures qui lui permettent de comprendre ce que font les gens. Elle ne le voit pas. Si elle ne le voit pas, je ne sais pas si vous connaissez le municipal, mais si elle ne le voit pas, ses conseillers et les élus politiques ne le voient pas du tout. Parce que c'est elle qui fait la remontée d'informations. Et comme les conseillers ne le voient pas, ça entraîne énormément de problèmes. Parmi les problèmes, on a des tensions entre des conseillers qui vont directement voir des employés en leur disant « Hey, bouge-toi un peu, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça d'abord ». On a des problèmes de conseillers qui veulent faire avancer des projets alors qu'on ne peut pas, des décisions qui viennent être complètement contre-productives. Bref, c'est le bordel dans cette municipalité. Petite pause théorique. Ça, c'était la demande. Petite pause théorique. Moi, ce que j'entends, quand j'entends, en fait, je ne vois pas ce que font mes employés. Ce que j'entends, c'est le concept de silence organisationnel. Le silence organisationnel, c'est l'absence, dans les discours organisationnels, d'un discours sur le travail réel et ses difficultés. Alors moi, en tant qu'intervenant-chercheur, j'ai tout un bagage théorique qui me permet d'interpréter le monde que j'ai construit à travers mes recherches, mes revues de littérature, et qui me permettent de comprendre et de voir ces phénomènes. Donc moi, quand cette personne, elle me dit ça, ça vient enclencher un certain bagage théorique. Ça vient me faire dire, il y a une situation de silence organisationnel. Ça tombe bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est les situations de silence organisationnel. C'est ce qui fait un peu les enjeux de mes recherches. J'aime bien quand le travail est invisible, quand on ne le voit pas, quand on ne peut pas le saisir. Donc forcément, mon envie de faire de la recherche embarque à ce moment-là. Le silence organisationnel, qu'est-ce que c'est? Dans une situation idéale, on aurait une décision de gestion, puis on aurait notre travailleur ici en violet qui viendrait nous dire « Ah, mais c'est pas possible de faire ça, c'est pas possible, c'est impossible d'atteindre cet objectif parce que… » Et il nous expose toutes les raisons du fait que c'est impossible. Malheureusement, et en psychologie, on a beaucoup étudié, les travailleurs, ils ne prennent pas la parole. Ils ne prennent pas la parole, ils retiennent certaines informations, certains problèmes qui pourraient influencer les décisions de gestion. Ils ne le disent pas. Alors les psychologues, évidemment, étant des psychologues, ils vont plutôt aller chercher les raisons du côté individuel. Pourquoi les gens ils ne parlent pas en entreprise quand il y a des problèmes, quand il y a des enjeux? Alors, c'est la peur de répercussions négatives face à ce boss qui veut prendre des décisions, c'est l'impression qu'on ne changera rien au problème si on parle, ok. Donc, c'est très individuel. Il y a tout un pan de la recherche qui s'intéresse plutôt aux perspectives organisationnelles du silence organisationnel. Et en fait, on se rend compte, puis je ne vais pas vous détailler pourquoi, on pourra en discuter après, mais c'est que le silence organisationnel, il est lié au fait que les gestionnaires sont empêchés dans leur travail. Le système, les contraintes organisationnelles qui sont fixées au travail gestionnaire ne leur permettent pas de faire émerger ce discours sur le travail réel, donc ne leur permet pas de saisir cette activité de travail. Et ce n'est pas juste les contraintes du système, c'est aussi la formation en gestion qui ne fait pas de place à ce travail-activité en tant que tel.
Autre pause, on va arriver sur c'est quoi le travail du gestionnaire selon moi, ok? Mais pas que selon moi, évidemment. Vous êtes bien au courant que je construis toutes mes propos sur le travail d'autres personnes, évidemment. Prenons une organisation. Une organisation, dans ma perspective, dans la perspective dans laquelle je m'inscris, c'est un système de règles. On a des règles de contrôle, ici, c'est la prescription. C'est le fait qu'on essaye de contrôler les comportements des personnes pour qu'ils réalisent une certaine performance économique. C'est la fiche de poste, c'est les objectifs de production, c'est les exigences qu'on demande. Et on a les règles autonomes. Et ça, ces règles-là, c'est les règles que produisent les collectifs quand ils agissent, les collectifs de travailleurs, quand ils réalisent vraiment l'activité. Parce que ces règles-là ne pourront jamais représenter exactement la situation de travail. C'est un modèle refroidi de la situation de travail, les règles de contrôle. Les règles autonomes, elles se produisent dans l'ici et maintenant. Donc, ce qui est intéressant, excusez, ce n'est pas tant les règles en soi, c'est qu'il y a des processus de création de ces règles-là dans les entreprises. Okay. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la régulation de contrôle. Ça, c'est le travail gestionnaire qui va prescrire le travail. Il va encadrer les travailleurs dans le sens où il produit le cadre de travail des travailleurs dans lesquels ils vont s'inscrire. Et on a une régulation autonome, une régulation un peu de résistance face à la règle de contrôle où les gens vont réorganiser entre eux leur façon de faire. Parfois, il y a conflit. Très souvent, il y a conflit. Et là, conflit, pas dans le sens on va se battre et on va s'expliquer les vraies affaires. Conflit dans l'idée qu'il y a une divergence et que si on veut pouvoir avancer ensemble, il faut qu'on refasse converger nos deux systèmes de règles. Pour faire converger nos deux systèmes de règles, il faut qu'on négocie, il faut qu'on régule ce conflit et on fait ça dans des espaces-temps de négociation. Okay. Ce que je vous explique là, c'est la théorie de la régulation sociale de De Tersac, là, je ne l'ai pas dit, mais je pourrais évidemment vous filer de la littérature pour ceux qui ne la connaissent pas, mais qui seraient intéressés. Donc, pour réguler ces conflits, il faut prévoir dans l'organisation des espaces-temps de négociation. Et ça va nous permettre, je vous passe cette partie-là, de réguler. Ça va nous permettre de changer nos règles pour intégrer cette convergence entre règles de contrôle et règles autonomes. Le problème, dans le travail empêché des gestionnaires, c'est qu'on les empêche d'avoir ces espaces de négociation. Parce que, par exemple, ils doivent remplir tout un tas d'indicateurs, parce qu'ils sont en réunion toute la journée, parce qu'ils participent à 4 milliards de comités qui les éloignent du terrain, parce que ceci, parce que cela, parce que… Il y a tout un tas de raisons, évidemment, toujours différentes dans les organisations, qui font que le travail des gestionnaires, il est empêché. Et ce qui est empêché, c'est cette présence dans les espaces-temps de négociation et ce pilotage de ces espaces-temps de négociation qui visent à faire émerger ces conflits-là. Selon moi, c'est ça qui est empêché dans le travail des gestionnaires. Et c'est pour ça qu'on n'a pas cette régulation dans ce système de règles et c'est pour ça qu'on a des systèmes qui évoluent en divergeant toujours et encore. Donc voilà ma posture théorique dans ma recherche-intervention. La question alors, c'est si c'est ça le silence organisationnel, si c'est le fait que le travail des gestionnaires est empêché, il faut qu'on désempêche ce travail. Ça, c'est l'objet de la recherche-intervention. C'est l'idée que cette recherche-intervention se fixe comme projet de désempêcher le travail des gestionnaires. Et une des pistes sur lesquelles on peut travailler, c'est en réintégrant un discours sur le travail dans les dispositifs de gestion. Ça va nous permettre de baisser, si on pouvait le mesurer, mettons, le silence organisationnel. Ça veut dire qu'il faut qu'on passe par l'ingénierie de la discussion. Là, je vous renvoie aux travaux de Deche-Sahar sur les espaces de discussion sur le travail, qui sont vraiment au cœur de mon projet de thèse, et donc où il dit qu'il faut qu'on recrée ces espaces-temps de négociation, de discussion, mais il faut aussi qu'on les outille, qu'on les relie les uns avec les autres, et qu'on en fasse des espaces politiques de transformation de l'organisation. Donc c'est vraiment la posture théorique dans laquelle je me situe dans cette recherche-intervention. On retourne dans l'intervention. Et en général, une intervention, ça a trois grandes phases. Okay. Les modèles nous mettent des phases différentes, mais il y a trois grandes phases. Il y a une phase de reformulation de la demande, parce que finalement, vous ne ferez jamais ce que le client il vous demande de faire. Le client, il arrive avec une idée du problème et une idée de la solution, mais ce n'est que sa représentation à lui, qui est directeur général d'une municipalité. Comment les employés vivent ce problème-là, comment les conseillers municipaux vivent ce problème-là. Donc ça, il faut questionner et il faut essayer d'élargir. Nous, on a élargi la demande en disant on ne fera pas de politique RH. Peut-être qu'on en fera une si tu as besoin, mais ce n'est pas ça l'objet de la recherche. L'objet de la recherche, c'est que ton travail à toi, DG, il est empêché. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de désempêcher ce travail. Donc, on passe de la solution à une reformulation, à un recadrage du problème. Évidemment,
c'est bien beau de faire ça. Ensuite, il faut qu'on fasse un diagnostic parce que là, on a fait ça sur 2-3 entrevues. Il faut qu'on aille dans l'organisation, comprendre quels sont les problèmes de visibilité du travail qui favorisent l'empêchement du travail des gestionnaires. Et ensuite, il faut qu'on aille, une fois qu'on a fait le diagnostic et fait des recommandations, proposer des pistes de transformation, il faut qu'on conçoive les solutions en tant que telles et qu'on en fasse le suivi. Et là, j'ai mis conçoive, j'ai mis conception, mais je devrais dire co-conception, parce que ma posture d'intervenant, ce n'est pas une posture d'expertise. Je ne suis absolument pas expert de la solution qui va être produite dans le cœur de l'intervention. Mon expertise, c'est la démarche d'intervention. C'est le fait que je vais m'assurer que les gens puissent avoir la parole, qu'on construit des outils qui permettent aux gens d'interagir et de discuter. Donc, mon expertise est vraiment sur la démarche d'intervention avec un regard sur le travail réel. Ce n'est pas juste la démarche, en fait, c'est aussi le regard sur le travail réel qui est très important. Quand on a conçu cette intervention, qui n'était pas encore une recherche, on a vendu 12 jours d'intervention. Okay. On a défoncé les 12 jours, évidemment, mais on a été rémunéré pour 12 jours de travail. On avait préparé une méthodologie d'intervention en 12 jours, avec des entrevues, comme vous pouvez voir avec la DG, avec le maire, des observations avec les services, 2 jours d'observation, et ensuite des groupes de travail. Blablabla. Quand on regarde, ça je vous ai mis ça là, mais ça vient un peu, je l'ai rajouté au dernier moment, c'est parce que je ne parlais pas des méthodes, je parlais que de l'intervention en fait, mais j'ai oublié que je parle de recherche-intervention, donc il faut que j'amène aussi le côté recherche. Et évidemment, la recherche là-dedans, c'est que j'ai mené l'intervention, on a mené l'intervention, ce dispositif d'intervention-là, puis à chaque fois qu'on était présent dans le milieu ou qu'on avait des échanges avec le milieu, ben, on engrangeait ces collectes de données-là. Donc, on filmait tout ce qu'on pouvait, on écrivait tout ce qu'on pouvait, on gardait les mails, on gardait les textos, on gardait les ceci, on gardait les cela, les appels, on les résumait. On essaye de tout garder. Ça, c'est vraiment la démarche de collecte de données. Vous allez voir que c'est une spécificité de la recherche-intervention, c'est que vous ne pouvez pas dire on va faire 4 focus group, puis après on va faire 3 entrevues, puis après, voilà, ma recherche est dimensionnée comme ça. Quand on fait de la recherche-intervention, il faut être prêt à collecter n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Pour moi, c'est vraiment un des apprentissages que j'ai fait. Il faut être très flexible sur la méthode. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut tout le temps qu'on soit en adaptation. Ce qu'on a prévu de faire ne sera pas du tout ce qu'on va faire. Et ça, il faut vraiment faire le deuil de ça. Il faut faire le deuil de cette image de la recherche rigoureuse qui met en application exactement le plan qu'elle s'était fixé. Ça, c'est dans une autre posture que celle de la recherche-intervention. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas un plan, mais on sait qu'on va s'en écarter. Encore une fois, c'est l'écart entre le prescrit et le réel du travail de chercheur intervenant. Rentrons dans le diagnostic. Donc là, je vous ai présenté la partie reformulation de la demande. Maintenant, on rentre dans le diagnostic. Grosso modo, voilà la structure municipale. On a des employés qui réalisent les opérations. Okay. On a une DG qui gère les employés et les opérations. Et on a un conseil municipal, des citoyens, qui ne sont pas du tout des professionnels de la gestion. Je ne suis pas à Montréal, là. Moi, je suis dans une petite municipalité du fin fond du Québec, 2000 habitants, les élus, ce n'est pas des gestionnaires. Les élus, c'est des agriculteurs, c'est des personnes à la retraite. Donc, ce n'est pas des gens qui ont une habitude ou une professionnalisation de la gestion de budgets municipaux. Okay. On fait notre diagnostic. Donc, on passe à travers les étapes d'observation, d'entrevue. On se rend compte que chez les employés, ben, il y a beaucoup de retard, il y a des erreurs latentes, il y a tout un tas il y a un bordel organisationnel qui fait que les gens, ils n'arrivent pas à faire les tâches qu'ils devraient faire. Ils sont tout le temps en mode pompier, ils sont tout le temps en urgence, ils sont tout le temps en train d'essayer de régler le dossier et donc de ne pas pouvoir planifier comment ils vont travailler dans les prochains jours. Et donc, en fait, les gens sont épuisés, il y a des gens qui partent parce qu'ils ne peuvent plus tenir ce rythme de travail-là. Donc, il y a vraiment un problème au niveau de l'organisation très matérielle du travail. Par exemple, l'archivage des documents était géré de façon très chaotique. Et donc, quand un citoyen appelait pour avoir une nouvelle sur l'avancement de son dossier, ça prenait des heures de recherche dans les archives. Et donc, on engrange du temps perdu qui nous empêche de bien faire notre travail. C'était surtout le service administratif. La DG, elle se rend compte que le service administratif, c'est le feu, et donc elle plonge dans le service administratif. Et pour accompagner ses employés, elle prend en charge certaines tâches de production qui ne devraient pas être ces tâches de production. Donc, elle se met à faire le boulot de ses employés en accompagnant ses employés. Sauf qu'en faisant ce boulot des employés, elle s'écarte de sa posture de gestion. Et donc, elle perd le contact avec les autres services qui sont un peu plus autonomes. Elle a beaucoup de mal à les suivre. Donc là, elle a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe, à discuter avec eux de quels sont les problèmes, parce qu'elle a les mains dans le cambouis de l'administratif.
Donc, elle a beaucoup de mal à jouer son rôle de gestionnaire, de les accompagner dans les difficultés, de prendre des décisions. Ce qui fait que le conseil est complètement déconnecté de la réalité du travail dans la municipalité. Le conseil, là, il ne voit rien. Il ne sait rien de ce qui se passe. Donc, il ne fonctionne que sur ces stéréotypes. Et dans le municipal, vous savez qu'il en existe des stéréotypes sur le travail des employés municipaux. Donc, le conseil, lui, il prend des décisions sans aucune base au niveau de ce qui se passe sur le terrain. Et donc, en fait, il vient prendre des décisions qui viennent encore plus alourdir la charge des travailleurs et des travailleuses du service administratif et du service public. Bref, c'est le bordel. C'est compliqué, c'est difficile. Nous, on dresse ce diagnostic, on le présente, les gens l'acceptent avec plus ou moins de difficultés, il y a des petits jeux politiques, évidemment, et on leur propose 4 axes. 4 axes de travail sur lesquels on peut les accompagner. Le premier, il faut fermer la municipalité pour rattraper les retards. On la ferme une semaine par an pour rattraper les retards, refaire l'archivage. On choisit la semaine où il y a le moins d'achalandage. On y va. Ça a été très dur de faire. Bizarrement, ça a été la mesure la plus difficile à faire passer, alors que c'était la moins coûteuse. Deuxième axe, il faut qu'on sache qui fait quoi. Et quand on regarde effectivement la documentation RH avec laquelle travaille la gestionnaire, il n'y a rien. Il n'y a pas de fiche de poste, il n'y a pas de personne. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas qui doit faire quoi. Donc, c'est un axe. Il faut qu'on définisse qui doit faire quoi. Ensuite, il faut mettre en place des processus formalisés de conduite de projet. Parce que là, c'est à qui veut parler le plus fort qui va déclencher un projet. Il n'y a pas de suivi budgétaire très serré, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on se formalise, il faut qu'on trouve une façon d'accepter une façon de faire. Et finalement, c'est là notre petit dada, c'est que tout ça, c'est bien, mais il faut qu'on trouve les espaces-temps qui permettent de discuter du travail pour le rendre visible. Parce que c'est bien beau d'avoir une fiche de poste, ce qu'il faut, c'est qu'on se donne la capacité de voir le réel. Et ça, c'est vraiment notre angle le plus fort, le plus important pour nous, de donner, de renforcer les espaces et les outils qui existent pour pouvoir discuter du travail. Le diagnostic passe. Il faut qu'on modifie évidemment 2-3 choses dans le diagnostic, dans le rapport diagnostic, mais ça, c'est le lot de la recherche-intervention. Même si vous êtes un chercheur et que vous voulez dire ce que vous avez à dire, à un moment donné, il faut aussi prendre en compte la façon dont on le dit stratégiquement pour pas que ça blesse les élus, pour pas que ça blesse les gens et qu'on continue à les embarquer dans la démarche. L'enjeu, c'est de les embarquer dans la démarche pour qu'ils puissent avancer avec nous. Donc, le diagnostic passe. D'ailleurs, nous, pour le faire passer, on ne l'avait pas présenté nous-mêmes, on l'avait fait présenter par l'ADG, qui avait une énorme crédibilité auprès de certains membres du conseil. Donc, vous voyez, il y a aussi des enjeux stratégiques de comment vous menez votre démarche dans la démarche de recherche-intervention. Et ça, c'est très important de les noter, de les garder en tête, parce que c'est vos éléments de recherche aussi. Ça vous fait des données à chercher. Bon, on arrive dans la troisième étape, non pas des moindres. Maintenant qu'on a posé les problèmes et qu'on s'est donné des pistes de transformation très très larges, il faut bien les réaliser. Donc, on a mis en place des groupes de travail. Là, je vous donne juste un peu des exemples imagés de ce qu'on a fait. Donc, on a défini dans une démarche participative les rôles et tâches de chacun. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette démarche a déjà commencé à entamer le dialogue. À travers cette démarche de description de qui fait quoi, on est déjà rentré dans l'idée de comment on favorise la mise en visibilité du travail. Donc, on a des équipiers, des gens qui expliquent le travail et les difficultés et la réalité à la DG, qui, elle, n'a jamais travaillé dans un service de travaux publics, qui n'a jamais rebouché un nid de poule, qui n'a jamais tondu un fossé, qui n'a jamais ceci, cela. Donc, elle apprend beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire de faire tout ce travail-là? Mais en même temps, elle a des enjeux de gestion. Donc, c'est très important qu'elle explique aussi à ses travailleurs que c'est bien beau ça, mais moi, j'ai besoin de remplir telle échéance par rapport au ministère. Donc, il faut qu'on collabore pour pouvoir positionner ce travail-là pour que ça plaise à tout le monde. Donc là, on a une relation de collaboration très forte qui se met et on identifie même des projets d'amélioration. On identifie même des angles morts qu'on n'avait pas vus où on confronte ces règles de contrôle et ces règles autonomes et on se dit oh, mais ça, c'est un enjeu, on peut le régler facilement. Et là, vous voyez, on discute sur des grandes feuilles de papier. Ça, c'est les consultants, donc mon collègue et moi, qui avions produit ces grands calendriers-là, parce que pour discuter, il nous faut un objet intermédiaire. On ne peut pas juste discuter si on n'a pas une chose matérielle qui nous permet de discuter. Parce que si on fait juste discuter comme ça, on ne va pas réussir à avoir un langage commun. On ne va pas réussir à publier nos représentations, nos stéréotypes, nos façons de penser les choses. Alors que si on a un objet intermédiaire, on va pouvoir parler de l'objet intermédiaire. Et donc, on va s'entendre parce qu'il est juste en face de nous. Et on va pouvoir le concevoir, on va pouvoir le modifier, on va pouvoir le travailler entre nous. Donc, petite astuce numéro 2 en recherche-intervention,
quand vous faites des groupes, des focus group, des groupes de travail, des groupes de simulation, prenez le temps de bien préparer l'outillage. Prenez le temps de bien concevoir un objet intermédiaire qui permet aux gens d'objectiver leurs paroles sur le travail. Ça, c'est très important. Puis là aussi, j'ai de la référence de littérature si ça vous intéresse sur la question des objets intermédiaires, si vous n'êtes pas familier avec ça. C'est vraiment très, très important, je pense, en termes de recherche-intervention. Notre rôle d'intervenant, de chercheur-intervenant, c'est de concevoir les outils qui permettent aux gens de discuter entre eux. Ce n'est pas juste de les faire discuter, ce n'est pas juste de les mettre dans un endroit et puis aller discuter. C'est de les accompagner à cette discussion. Notre troisième axe, on met en place des processus formalisés de conduite de projet. Donc là, bon, je vous passe les détails. Grosso modo, on avait identifié tous ensemble différents types de projets, ceux qui sont portés par les élus et donc qui sont descendants, ceux qui sont portés par les employés, des besoins, donc qui sont ascendants, puis ceux qui viennent de l'extérieur, des citoyens, parce qu'ils veulent à un moment quelque chose. Et donc, on avait proposé différentes structures de projets. On a conçu ça avec les employés et la DG pour se mettre bien d'accord. Comment on fonctionne? Un groupe de travail pour ça. J'ai vu Olivier boire un coup, ça me donnait envie de boire un coup aussi. Et puis, notre dernière activité pour proposer cette solution, pour concevoir la solution avec la municipalité, c'est de renforcer les espaces formels de discussion sur le travail. Alors là, je suis désolé, j'ai fait quelque chose qui n'est pas très visuel, d'accord? C'est que je vais vous décrire très rapidement le dispositif de gestion qu'on a mis en place. Ce dispositif de gestion, il porte une phase de planification. Parce que dans une municipalité, il faut planifier. C'est une activité qui revient à l'année. Ça fonctionne sur des cycles d'un an. Donc, une municipalité fait une préparation budgétaire avec une planification. Tout ça, on l'a appris dans le milieu, okay? Même si ça fait du sens quand même. Mais... Et donc, on s'est emparé de ce processus de planification pour le retransformer dans un processus de planification par la discussion. Notre intérêt, c'était que dans ce processus de planification, on conçoive des espaces-temps, donc vous voyez mes bulles noires, outillés, pour que les gens puissent discuter. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde discute ensemble. D'abord, les élus, comme ils aiment bien parler entre eux, ils vont faire de leur côté, ils vont élaborer une liste de projets. Ensuite, on a la DG et les employés qui vont planifier ce qui, de toute façon, va se passer, qui n'est pas forcément un projet politique. Ensuite, on se rencontre tout le monde, on débat, on négocie, on apprend les uns les autres. Les élus arbitrent les projets à retenir, parce que c'est leur boulot d'élus que de mener stratégiquement et politiquement la municipalité. On vient confirmer ce qui est faisable, pas faisable, on vient le planifier, on établit des scénarios de planification qu'on fait valider par le conseil. Et ça nous donne une planification du travail à réaliser. Sauf que, comme je vous le disais, il y a un écart entre le prescrit, la planification, et le réel. Donc, cet espace de discussion annuel, il ne suffit pas. Il faut qu'on conçoive des espaces de discussion réguliers, quotidiens, hebdomadaires, mensuels, qui permettent de venir un peu affiner cette planification-là. Et c'est là où on a conçu des espaces et des outils qui permettent aux gens de faire remonter des besoins, de faire descendre des projets, de faire remonter des besoins. Et donc, je vous passe les détails exactement, mais ça permet de vraiment lier tous ces éléments. Et donc, on a conçu des outils, par exemple, ce grand calendrier qui permettait de planifier le travail des travaux publics et des DG. Et ce qui était assez impressionnant, ce n'est pas tant l'horreur qu'il représente, parce qu'il est vraiment très, très moche, c'est que les élus, l'ADG et les employés, une fois qu'ils ont rempli ça, ont pris un pas de recul et se sont dit, on en fait des choses quand même. C'est la première fois que je vois tout ce qu'on fait. Donc, on leur propose une façon limitée, limitante, avec plein de défauts, avec beaucoup de biais, de voir une représentation de leur travail. Ça, c'est vraiment très, très intéressant pour eux parce que le travail, on ne le voit jamais vraiment. Et c'est eux qui l'ont conçu avec la DG. Et ensuite, ça, on a essayé de le mettre dans un cadre tout aussi moche d'une feuille Excel qui permettait à la DG de piloter. Donc ça, bon, on pourra y revenir si ça vous intéresse. Sauf que ça, c'est bien beau, c'est tout ce qu'on avait prévu. Mais moi, je suis venu ici vous dire que la recherche-intervention, ce n'est pas du tout ce qu'on a prévu. Donc ça, c'était ce qu'on avait prévu, sauf qu'à un moment donné, ce qu'on se rend compte, qu'on n'avait pas prévu, mais qu'on aurait pu prévoir, mais qu'on avait un peu oublié, c'est que ce niveau dispositif-là, il change complètement, radicalement le travail de la direction générale. Plutôt qu'être en contrôle, en gestion, en suivi, supervision, elle se retrouve un peu comme une cultivatrice de la réflexivité. Parce que confronter les règles de contrôle, donc la prescription, la gestion,
avec les règles autonomes qui se rapprochent du travail réel, ça demande à l'ADG de pouvoir cultiver le discours sur ce travail réel. Ce pas les travailleurs qui vont venir parler de travail réel. Le travail réel, c'est hyper difficile de mettre en mots. C'est très, très compliqué de parler du travail réel. Donc, ça implique un nouveau rôle. Cette DG, il faut qu'elle anime, qu'elle pilote, qu'elle enquête, qu'elle essaye de cultiver cette réflexivité-là. Ça veut dire qu'il faut qu'elle monte en compétence. Parce que cette DG-là, elle est très, très forte, elle est très, très bonne, mais c'est une administrative. Elle gère des règles de contrôle. Elle n'a jamais, dans sa formation, discuté des règles autonomes ou du travail réel. Elle n'a pas la compétence. Donc là, ça veut dire que nous, méthodologiquement, on saisit ce problème-là et on vient amener de nouvelles types de rencontres, des rencontres réflexives, individuelles, qu'on pourrait voir comme du coaching un peu, où finalement, on vient la confronter à travers une réflexion sur son propre travail, comment elle peut aller chercher le travail des autres. Donc ça, c'était un développement méthodologique qui s'est fait sur le fly. Ça a été vraiment, on n'avait pas du tout prévu ça. Moi, je n'avais pas forcément idée de vouloir faire ça, mais on s'est rendu compte qu'elle, en tant que DG, parce qu'on avait construit la confiance avec elle, nous a exprimé, mais il faut m'aider là. Maintenant qu'on a un nouveau dispositif, il faut m'aider là-dessus. C'est bien beau votre affaire, mais votre intervention, elle est terminée. On avait terminé l'intervention une fois qu'on avait livré le dispositif. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, et c'est là où la partie recherche a officiellement démarré pour moi dans mon doctorat. On avait signé une entente de recherche où j'ai accompagné la directrice générale à réfléchir sur son travail pour pouvoir réfléchir sur le travail des autres. Autre élément énorme qui nous est arrivé en plein dans le visage sans qu'on s'y attende et qu'on aurait pu s'y attendre mais qu'on n'a pas vu, c'est qu'on avait oublié le conseil là-dedans. Nous, on s'est beaucoup centré sur les employés et les gestionnaires, mais finalement, le conseil, complètement oublié. On n'est jamais allé, je suis allé observer 2 fois une rencontre du conseil, mais je n'ai pas fait d'entrevue collective, je n'ai pas vraiment de collecte de données systématique. Donc là, on se dit, mais si on veut que le dispositif il fonctionne, il faut que les conseillers puissent s'en saisir aussi de ce dispositif-là. Hop, on ajoute encore tout un volet méthodologique à ce nouveau problème qui vient nous confronter dans la recherche-intervention. On avait structuré une espèce de groupe de travail où on allait les faire simuler des pratiques de décision pour essayer de trouver la meilleure pour eux. Finalement, ça n'a pas marché parce que le maire est parti en voyage pendant 6 mois, donc là, c'était compliqué. Donc finalement, on a abandonné ça. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout mis sur les épaules de la DG et qu'on a accompagné la DG à, elle, accompagner son conseil à leur faire structurer leurs pratiques de décision. Et donc, on a fait un double accompagnement, si vous voulez. Et finalement, dernier élément qui indique la fin de ma thèse, on avait, dans ces échanges avec la DG, là, on avait construit un lien de confiance énorme. Parce que quand on parle du travail des gens, s'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas de discours sur le travail. Le travail, c'est une relation tellement intime entre moi, le monde et les autres, qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance avec la personne qui m'interroge pour que je puisse vraiment publier et comprendre et creuser ce que je fais. C'est vraiment ce qui nous rend humains d'être en activité. Ce n'est pas le travail qui nous rend humains, ne me faites pas dire ça. Hein. Au contraire, le travail il tend à nous rendre moins humains. Mais l'activité, le fait d'interagir avec le monde et les autres, c'est ce qui nous rend très humains. La DG elle a tellement confiance en moi que même avant de l'annoncer à son conseil, elle m'annonce son départ, elle va partir dans quelques mois. Et là, moi, ça veut dire qu'il faut que je finisse mon intervention, ma recherche-intervention. Parce que, de toute façon, un doctorat, hein, ce qu'on dit, un bon doctorat, c'est un doctorat terminé. Donc, l'idée, ce n'était pas de suivre in fine cette évolution-là, il fallait finir. Donc là, il a fallu mettre en place en catastrophe tout un tas de méthodes qui permettent de quand même finir comme il faut cette intervention, en faisant des bilans, en faisant des retours d'expérience, en essayant de construire la suite, en leur permettant de planifier. Donc là, on développe tout un tas de méthodes aussi qui nous apportent beaucoup d'éléments. Bon, là, je vais passer très vite. Je vois qu'il me reste peu de temps, puis ce n'est pas tout à fait ça que je veux développer, donc on pourrait y revenir si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai produit comme connaissance? Je vous invite à lire ma thèse, qui est superbe. Non, c'est une thèse, donc vous la lirez si vous voulez aller me piquer de la biblio, comme tout bon doctorant. Et il y a un article qui va être publié bientôt dans le Management International, donc vous pourrez aller voir un peu qu'est-ce qu'on produit comme connaissance scientifique. D'accord? Mais là, moi, où je voudrais lancer la conversation avec vous, c'est que ce que j'ai appris en faisant de la recherche-intervention, j'ai appris 4 choses. Ou en tout cas, je n'ai pas appris, mais je me suis rendu compte de 4 choses et ça m'a amené à me positionner face à ces 4 choses. Premièrement, faire de la recherche-intervention, c'est accepter, mais c'est aussi cultiver la flexibilité méthodologique. Et ça va un peu à l'encontre des canons et des standards d'une bonne recherche rigoureuse qui est planifiée. Et d'ailleurs, on le voit très bien quand on essaye de faire une demande de certification éthique. On nous demande de planifier exactement le nombre de rencontres qu'on va avoir avec telle personne, qu'on ait des canevas très clairs. Alors que quand on fait de la recherche-intervention,
on répond à une demande, OK, on planifie quelque chose, mais on se laisse aller quelque part. C'est ça la recherche-intervention. C'est un peu se laisser aller quelque part avec le partenaire. Donc, il faut accepter ça. Ça fait partie de votre force en recherche-intervention que d'être capable, sur un DISCEN, de se retourner et d'aller complètement ailleurs en termes méthodaux. C'est très important. Et ce n'est pas un signe de manque de rigueur. Moi, j'en ai beaucoup souffert pendant mon doctorat, ça, où je me confrontais à cette rigueur scientifique et je me disais, mais finalement, je ne suis pas un scientifique, moi. Je ne suis pas assez rigoureux. Moi, je prends les choses comme elles viennent et j'essaie de m'en sortir. Non, c'est très rigoureux que de pouvoir changer sa méthodo et de décrire comment on la change et d'expliquer pourquoi on la change comme ça. Et bien sûr, de prendre toute la rigueur scientifique dans l'explication de notre méthodo, mais il faut être capable de se retourner si on veut faire de la recherche-intervention. Parce que les choses, elles n'iront jamais comme vous l'avez prévu. Pour pouvoir se retourner, pour pouvoir faire face aux demandes du milieu, il faut ouvrir notre rapport avec le partenaire. Il faut absolument se détacher de l'idée que nous, on est le chercheur, expertise scientifique, qui allons créer le contenu, la production, qui allons créer la connaissance, et que le partenaire, c'est mon terrain, c'est lui qui tient les clés du terrain, mais que finalement, c'est que ça. Il faut ouvrir ce rapport-là. Il faut construire la confiance. Il faut vraiment laisser le partenaire venir travailler avec vous la recherche et vous aller travailler avec le partenaire sur son milieu. C'est vraiment très important, je pense, qu'on rééquilibre ce rapport un peu inégal entre le chercheur et le partenaire. Les deux types d'expertise qu'on porte permettent la production de connaissances. Donc, faire de la recherche-intervention, c'est coproduire la connaissance scientifique avec le partenaire. Et il y en a qui vont beaucoup plus loin, recherche contributive, où là, vraiment, on met tout à plat et on travaille exactement, où on travaille vraiment très sincèrement ensemble pour produire cette connaissance. Ce que ça implique d'ouvrir le rapport chercheur-partenaire, puis j'en ai plus pour longtemps, donc je vais tenir mon temps. Ce que ça implique d'ouvrir le rapport chercheur-partenaire, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience que l'activité du chercheur, elle est située. Le chercheur, c'est une personne en activité de travail. Et donc, il va être dans des situations particulières. Les manuels de recherche, ils ne nous parlent jamais de ces situations. Les manuels de recherche, ils nous montrent les bonnes pratiques en méthodologie de recherche qu'on doit s'assurer pour produire une connaissance scientifique. Sauf que vous, quand vous allez faire ça, vous allez être confronté à la situation de travail. Et vous êtes déjà confronté à la situation de travail du chercheur. Donc, il faut aussi qu'on essaye de s'arrimer dans notre situation de travail de chercheur. C'est pour ça que la description du contexte, les prises de notes, les résumés que vous faites sont très importants pour pouvoir un peu renseigner quel choix vous avez fait et à quel moment. Et cette ouverture du rapport chercheur-partenaire, elle permet la flexibilité méthodologique. Parce que la DG, elle m'a appelé, elle m'a dit « Ok, il faut qu'on se parle. Il est 23 heures, je me sens très mal par rapport à mon travail. Ok, on discute. » Ça, c'est une donnée de recherche, mais c'est aussi une production de connaissances utiles à la personne pour l'accompagner dans ce qu'elle vit à son travail. Sans jouer le rôle du psychologue. Je ne suis absolument pas psychologue. Ce qui est très important et ce que j'aimerais vraiment discuter avec vous, c'est que faire de la recherche-intervention, c'est forcément se positionner sur la dimension politique de son action. Parce qu'on cherche à transformer le milieu. Quand on cherche à transformer le milieu, on porte forcément un agenda. On a forcément un agenda. Pour moi, la neutralité, c'est impossible. Alors, je sais que c'est très radical, mais pas radical, genre, oh mon Dieu, mais c'est posé. Pour moi, la neutralité n'est pas possible et elle n'est pas souhaitable. La neutralité, quand on regarde l'organisation qui est forcément un rapport de pouvoir, un système de contraintes face à des gens qui sont contraints, la neutralité, c'est accepter le système de contraintes. Donc, selon moi, il faut toujours prendre part. Maintenant, il faut le faire de façon stratégique. Mais la neutralité du chercheur, je n'y crois pas beaucoup. La neutralité du chercheur, pour moi, elle ne permet pas de produire de la connaissance qui va être utile. Elle permet peut-être de produire de la connaissance scientifique, mais de la connaissance utile, peut-être non. Par contre, publier son positionnement, sa volonté de transformation politique, et vous comprenez que par politique, je n'entends pas parti politique, conservateur, QS, tout ça, j'entends vraiment l'action de transformation du monde, là où on veut amener le monde, puisque c'est ça notre action de chercheur, c'est une action de transformation du monde. Mais pour moi, il faut la positionner, il faut la publier, il faut la rendre accessible aux autres et proposer aux autres de nous rendre accessible leur posture politique. Et c'est que comme ça, dans cet échange entre deux postures politiques, qu'on va pouvoir créer quelque chose qui est plus objectif. Parce qu'on va avoir été transparent, on va avoir publié certains éléments. Donc ça, c'est ouvert à discussion. C'est vraiment, j'aimerais beaucoup aller là-dessus. Et finalement, ces trois éléments-là, ils ne sont possibles que si vous êtes curieux épistémologiquement, que si vous creusez, fouinez l'épistémologie, en sortant seulement des deux extrêmes, positivisme, constructivisme, l'idée que même dans le constructivisme, il y a des milliers de positionnements différents et qu'il faut absolument creuser ces positionnements pour comprendre où est-ce que nous,
on se positionne. Parce que l'épistémologie, c'est aussi, selon moi, et c'est discutable, le positionnement de la personne face à sa recherche. Et donc, c'est un peu vos croyances, c'est un peu votre action politique aussi. Et ce qui est important dans l'épistémo, qu'on ne dit pas assez, c'est que souvent on nous dit il faut vous positionner avant. Ah, j'ai un devis de recherche plutôt positiviste ou j'ai un devis de recherche des philosophies herméneutiques, blablabla. Mais il faut aussi regarder ce qu'on a fait. Parce que souvent, on dit « Ah, ben moi, je suis constructiviste, pardon. » Mais on se rend compte qu'en fait, les outils, les méthodes et les choses qu'on développe cherchent à prouver une hypothèse ou ce genre d'éléments-là. Donc, l'épistémo, ça sert à planifier, mais c'est aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on fasse un retour et qu'on regarde. Et c'est ces 4 éléments que j'aimerais beaucoup discuter avec vous. Flexibilité méthodo, ouverture du rapport chercheur-partenaire, se positionner sur la dimension politique de son action et avoir une certaine curiosité épistémo. Je vous remercie. Je ne sais pas ce que ça a donné, et qu'on va voir. Merci beaucoup pour votre temps et votre écoute. Merci beaucoup, Martin. Je t'invite à défaire ton écran. Ouais. Bah, merci beaucoup. Très belle intervention, extrêmement claire. Bien, j'invite les doctorants et les personnes qui sont avec nous à poser les questions qu'elles souhaitent en lien avec les ouvertures de Martin, autant qu'avec des questions qui surgissent. La première est posée par Maryse via le clavardage. Donc, vous pouvez utiliser le clavardage ou le petit lever de main. Marie se pose la question de est-ce que la recherche-intervention et la recherche-action, c'est la même chose ou c'est distinct? Alors, moi, j'utilise beaucoup les écrits de David, d'Albert David en 2012, et David positionne la recherche-action et la recherche-intervention différemment. David, ce qu'il nous dit, c'est que recherche-action, c'est finalement contribuer à la transformation de la construction mentale de la réalité. Donc, à transformer les représentations, à donner la capacité aux gens de réfléchir leur positionnement pour qu'eux se mettent en mouvement. Donc, le rôle du chercheur est différent. Le rôle du chercheur, il est plus indirect. On ne va pas transformer concrètement la situation, on va donner aux gens la capacité de pouvoir transformer leur situation. La recherche-intervention, ça mêle les deux. Ça veut dire que je vais amener les gens à transformer leur représentation, mais je vais aussi produire tout un tas, par exemple, mes calendriers pour les faire travailler. Je vais produire des transformations concrètes qui vont aussi les amener à transformer leur représentation. Donc, cette distinction. Merci, Martin. En tout cas, merci beaucoup pour l'intervention. Je ne sais pas s'il y a l'espace pour poser la question de manière un petit peu détaillée, mais en gros, tout ce que vous avez évoqué m'a extrêmement rappelé mon expérience passée en entreprise où je facilitais des espaces de discussion sur le travail et où en fait il y avait cette évolution de représentation qui se posait. Et en fait, ma question porte parce qu'en fait actuellement donc sur ma thèse, je ne suis pas là-bas sur une recherche-intervention. Puisqu'en fait, mon objet est parti plutôt on va dire, d'observation d'un signal faible dans l'organisation, qui était l'émergence de slashers ou corporate d'une entreprise, enfin, au siège d'une entreprise. Et donc, en fait, je pars d'individus, on va dire, mais finalement, les entretiens que je mène font qu'ils me révèlent des sortes de récits de vie dans lesquels le cheminement génère que justement, il y a une évolution des représentations qui finalement génère des transformations. Donc, en ça, je trouve que le chercheur peut quand même intervenir, même s'il ne fait pas de la recherche-intervention. Et ma question porte sur le fait de la question de redéfinir la demande. Quand vous disiez la demande du partenaire, dans mes anciennes fonctions en entreprise, donc j'avais plus cette casquette de conseil, même si c'était avec des chercheurs, donc on faisait de la recherche-intervention, mais du coup, je suis habituée à ce sujet de reformuler la demande et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, sauf que là, j'ai pas de demande organisationnelle. Enfin, c'est-à-dire que j'en ai une dans le sens qu'à un moment, le DRH a dit oui, ça m'intéresse de creuser cette population, etc. Mais mon suivi, moi, c'est le suivi de personnes. Et donc, en fait, cette question de poser quelle demande ça vient poser au niveau organisationnel, je sais pas, en vous entendant, c'est ça qui m'est venu du coup de déposer cette question de comment on reformule la demande quand elle ne vient pas du système et de quelqu'un qui a du coup un rôle dans l'organisation, mais plutôt ça devient une question organisationnelle parce que plusieurs individus sont en train de développer une seconde activité en parallèle de leur activité de salariés. Mais la question n'est pas unique et posée par l'organisation. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, mais voilà ce que… Mais c'est très clair. Et en fait, vous êtes plus dans l'optique de… Vous êtes en train de faire émerger la demande, en fait. Et donc là, ça veut dire qu'il y a tout un tas de stratégies à mettre en place si vous voulez en faire une demande. Alors, ce n'est pas qu'à votre volonté. À un moment, les RH, ils vont vouloir se travailler dessus ou ils ne vont pas vouloir travailler dessus. Et c'est là la limite aussi de la recherche-intervention. C'est que ce n'est pas juste nous
qui arrivons avec notre agenda, c'est de la collaboration. Fait que ce que j'entends, moi, c'est que vous êtes quand même rentré par une porte, RH, qui vous dit « Ah, ok, on pourrait bosser là-dessus, c'est intéressant. » Puis que là, vous allez chez les individus, ou en tout cas, vous allez discuter avec eux, puis ils vous sortent tout un tas de trucs, puis vous êtes en train de construire une problématique RH, en fait. Et vous êtes en train de parler de, si je comprends très rapidement, évidemment, c'est un peu les gens, est-ce qu'ils ne vont pas finir par quitter? Les gens, ils ne se consacrent pas tout à fait à notre entreprise. Donc, ça questionne énormément de leviers RH. Ça peut devenir une demande si vous la construisez pour que ça devienne une demande et que vous la proposez. Ce ne sera pas juste vous qui va décider d'en faire une demande, mais ça peut être une façon un peu de démarcher, entre guillemets, ces RH-là en fonction d'une problématique qui pourrait porter atteinte à des performances, à des rendements, à ce genre d'éléments-là. J'ai volontairement pas choisi cette voie. Du coup, ma question c'était que est-ce qu'on peut créer une demande du coup quand elle, enfin, c'est-à-dire quand elle n'émane pas de quelqu'un, oui, parce que comme ils développent du coup des trajectoires un peu atypiques par rapport à comment dire à une certaine authenticité vis-à-vis de leur récit, j'ai préféré ne pas du coup entretenir plus de relations avec du coup la DRH pour qu'ils se sentent pleinement libre, etc. Et donc, j'ai choisi de ne pas, du coup, garder ce lien. Donc, je me demande, en vous entendant, est-ce qu'il y a une reformulation de demande possible, même si elle n'est pas, du coup, voilà, la question ne peut plus être posée au niveau organisationnel, en tout cas, comme si c'était un collectif organisé d'une DRH qui se pose une question, même si ça vient questionner l'organisation, l'émergence de ce phénomène. Mais, enfin, voilà. Du coup, mais c'est une question d'étape, c'est-à-dire que là, vous êtes vraiment au tout début, enfin, pas au tout début dans le sens que votre travail n'est pas avancé, mais si on regarde mon modèle de recherche-intervention, vous êtes vraiment à l'émergence de la demande. Donc après, peut-être que votre travail de test peut se circonscrire à ces différentes trajectoires et que le résultat, un des résultats de votre thèse, c'est justement d'en faire un objet RH qui peut être offert à être saisi ou pas. Et après, là, vous verrez, ça peut être plus tard, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas obligé d'être maintenant. Ouais. Merci beaucoup. Merci Martin. Avant de passer la parole à Aude, je vais juste intercaler une petite question rapide qui est posée dans le clavardage, qui est combien de temps tu as mis à faire tout ça? Ah là là, 7 ans. 7 ans et demi. J'ai commencé sur un premier sujet. Moi, j'ai commencé pendant 2 ans à faire un certain sujet, puis il n'y avait pas de financement. Et donc, j'ai changé de sujet, mais il n'y avait quand même pas de financement. Mais j'ai pris mon temps. Alors, Aude et après Rim. Oui, merci pour la présentation. En fait, j'aurais deux petites questions ou deux éléments sur lesquels j'aimerais vous t'entendre. En fait, comme doctorant, en fait, moi, la recherche-intervention est vraiment une posture qui m'intéresse vraiment. Cela dit, dans notre scolarité, on se fait répéter, surtout dans notre cours de métaux, pour ne pas dire que c'est vraiment une posture qui est jugée dans la communauté scientifique, que c'est difficile de se faire publier, etc. Donc, j'aimerais vous entendre à ce sujet-là, savoir pourquoi décider d'adopter cette posture contre vents et marées. Puis, deuxième question, en ce que j'en comprends, la recherche-intervention, c'est un peu adopter une posture abductive, si on veut. Mais par exemple, moi, j'ai fait un terrain expérientiel auprès d'un petit échantillon l'été dernier et j'ai essayé justement une démarche de recherche-intervention et qui m'a permis de conclure que ça fonctionne. Alors, là, je dois faire une thèse. Alors, j'aimerais entendre comment on peut, comment je peux dire, suggérer ou annoncer qu'on a une posture abductive alors que notre hypothèse peut être déjà un peu fondée sur la validité, la conformité de notre démarche. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux en venir. Comment revendiquer l'abduction alors qu'on part avec un présupposé ou une hypothèse ou... Donc voilà, merci. Sur ta première question, moi, honnêtement, mon encadrement, mes deux directrices de thèse étaient très, très aussi à fond là-dedans. Ma directrice, Nicole Vézina, c'est une ergonome. Elle a fait sa carrière en intervention. Elle a toujours fait de la recherche-intervention. Elle n'a pas joué tant que ça la game des publis, genre grands journaux académiques pour pouvoir… Mais bon, c'était une autre époque aussi. À l'époque, on n'avait pas besoin d'avoir 4 postdocs et puis ceci, cela. Donc, naturellement, avec mon encadrement, il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de « ah, je veux absolument… » Ça faisait du sens. C'était un sens tout à fait. Et après, moi, à la base, je ne pensais pas devenir… je n'étais pas sûr de vouloir continuer dans le milieu académique. Je pensais que le conseil, c'était fait pour moi. Grosse erreur.
Et donc, j'ai embarqué là-dedans sans trop me poser de questions. Donc, c'est aussi ça. Donc, je comprends que moi, ça a été très naïf. Et comme j'avais un bon encadrement, ça s'est bien passé. Ensuite, sur la posture abductive, écoute, c'est vraiment intéressant comme question parce que ça me rappelle beaucoup de souffrance dans mon doctorat. Parce que à la fin que j'ai fait ma recherche-intervention, là, il a fallu aller voir comment on la justifie, cette recherche-intervention. Tu vois, pour te dire que c'était naïf, c'est que je n'ai pas posé ma méthode et tout ça. Et en fait, ce qui m'a libéré dans cette question, c'est que en recherche-intervention, on est conscient qu'il y a un mouvement induction, déduction, abduction. Et que sur l'ensemble de tes recherches, tu vas aller chercher ce mouvement-là. Donc, des fois, en recherche-intervention, c'est normal d'avoir une hypothèse. Parce que tu ne fais pas de la phénoméno, tu ne fais pas de la théorie enracinée. Moi, quand j'ai entendu la DG, puis qu'elle m'a parlé qu'elle ne savait pas ce que faisaient les gens, j'y ai mis la notion de silence organisationnel. Donc, en ça, j'y arrivais avec une hypothèse à vérifier, entre guillemets, que j'ai vérifiée dans le diagnostic. Mais c'est en ça qu'il y a du déductif, mais en même temps, c'est un peu l'œuf ou la poule. Tu vois, c'est parti de sa demande. Moi, je suis allé chercher des éléments théoriques pour comprendre cette demande, puisque c'est ma façon de fonctionner en tant que chercheur. Et ensuite, on est venu, et en fait, dans ce mouvement-là, on est venu à s'appliquer jusqu'à la fin. La façon dont j'ai réussi à me sortir de ça, c'est de justifier cette posture inductive, déductive, abductive sur l'ensemble de recherche, puis je l'ai évacué comme ça, pour être honnête. Je l'ai évacué de cette façon-là. Rim, c'est à toi, et puis après, je prendrai le clavardage avant Louise et Hichem. Merci, professeur Germain. Merci, professeur Martin, pour le partage de votre projet de recherche. En fait, la recherche-intervention est une recherche qui aborde des problèmes qui sont pertinents pour l'organisation et elle se veut plus utile pour l'organisation. Elle nécessite de l'immersion sur le terrain, dans le terrain, et laquelle immersion nécessite aussi de la confiance et de la conviction de la part des partenaires. Et là, moi, personnellement, je me pose des questions en rapport avec la mobilisation de cette perspective pour des recherches ou bien pour des problématiques qui touchent à l'injustice, par exemple, organisationnelle ou bien à l'émancipation des acteurs. Est-ce que cette perspective s'y prête à de telles problématiques ou projets de recherche? Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que moi, dans ma recherche, j'ai pas travaillé sur des enjeux où il peut y avoir des postures très ancrées de refus ou de rejet sur l'ouverture, la diversité, l'inclusion, peu importe. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de construire avec l'organisation une entente. Maintenant, l'organisation est composée de différents acteurs. Et en fait, ce n'est pas avec l'organisation qu'on développe une relation de confiance, c'est avec différents acteurs. Et moi, si je n'avais pas eu cette DG qui avait cette réflexion déjà un peu de « ah, j'arrive pas à saisir le travail », mais sans la formuler, et si je n'avais pas construit quelque chose qui permet de répondre directement à son besoin à elle, en fait, jamais j'aurais pu rester dans ce temps. Jamais il m'aurait accordé la confiance, le conseil municipal. Donc, c'est aussi un travail de mobilisation de ces différents acteurs. C'est une stratégie des petits pas un peu. Essayer de mobiliser petit à petit des gens pour qu'eux ensuite portent ce projet-là. Donc, c'est sûr que des fois, ça passe, des fois, ça ne passe pas. Puis c'est ça aussi la recherche-intervention, c'est beaucoup de deuil. C'est beaucoup de deuil à faire de « ah, ça aurait été magnifique de travailler là-dessus, mais je ne peux pas ». Du coup, ça pose la question de l'institution avec qui on travaille. C'est que des fois, ce n'est pas tant l'organisation, ce n'est pas par l'organisation qu'on va réussir à transformer l'organisation, mais c'est par les institutions connexes ou périphériques. Des associations de regroupement de professionnels, par exemple. La recherche qui a suivi ma thèse, je l'ai fait avec l'association des directeurs et directrices généraux de municipalités. Donc, c'est encore une recherche-intervention, mais où finalement, je ne rentre pas dans une municipalité, je vais chercher les différents gestionnaires et je les sors de leur municipalité pour pouvoir travailler avec eux et qu'eux, ensuite, ils reviennent dans leur municipalité. Et à travers ça, moi, ce que j'espère aussi, c'est que ça m'ouvre des terrains pour des études de cas. Mais si j'arrive de but en blanc, et d'ailleurs, on a essayé, on a envoyé des mails, on a appelé, on a démarché. Mais en fait, les gens, ils nous passent en entrevue, puis ils ne comprennent pas la démarche, ça ne répond pas à leurs besoins, ça ne répond pas directement. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous, Rim. Ça peut être une grande difficulté, ça.
Mais je pense que peu importe le sujet, la recherche-intervention, elle est quand même très, très pertinente, mais elle a des écueils et on n'est pas les seuls pilotes de la recherche-intervention. Donc ça y met des limites. Alors, il y a une question dans le clavardage de Inde qui demande, est-ce que tu peux préciser un peu peut-être la distinction que tu faisais entre le positionnement épistémologique a priori et puis le retour épistémologique en fin de thèse? Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que moi, j'ai toujours bien aimé l'épistémo, ok. Ça m'a toujours très intéressé, mais tout au long de mon parcours, je me disais, mais qu'est-ce que je suis, moi? Qu'est-ce que je suis, moi? Est-ce que je suis herméneutique? Est-ce que je suis constructivisme? Est-ce que je suis interactionniste? Et donc, je cherchais des positionnements. Et en fait, ça m'a amené à construire des positionnements épistémologiques qui étaient un peu idéologiques. Ah, ça, c'est moi. Ça me représente. C'est ce que je veux faire. Puis après, à un moment donné, donc, je me suis positionné dans les philosophies herméneutiques, donc qui parlent beaucoup de l'interprétation du chercheur de la réalité, mais sans forcément la reconfronter avec les personnes qui sont dans le milieu. Donc, c'est vraiment me positionner dans une posture de compréhension sans forcément la valider avec les gens. C'est très grosso modo ce que je dis. Puis en fait, quand j'ai regardé, mais je trouvais que ça coinçait avec ce que je faisais. Je trouvais que ça coinçait concrètement avec les méthodes que je mettais en place. Et en fait, toute mon épistémo dans ma thèse, je l'ai écrite une fois mon projet complètement terminé. Parce que je me suis rendu compte que même si ça avait piloté évidemment certains éléments, je ne suis pas passé d'un positivisme pur à une relation complètement interprétativiste, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait les philosophies herméneutiques, parce que souvent, en étudiant mes données, en analysant, je me suis rendu compte que j'allais chercher beaucoup la validation des personnes. Oui, mais quand je vois ça, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Donc en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus dans une espèce de co-construction et d'interprétation pour l'action. Et donc, j'ai pu trouver un autre positionnement qui, en relisant un peu là-dessus, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, ou en tout cas, le positionnement qui correspondait le plus, c'était un positionnement constructiviste, théologique et projectif. Théologique parce que je veux être utile principalement, je veux produire des connaissances scientifiques, mais si mes connaissances ne sont pas utiles, ça ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est mon positionnement politique en tant que chercheur. Et projectif parce que c'est le temps de projet, c'est le temps de projet de transformation. Et ça fitait complètement avec ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça, il y a une double lecture à avoir. Oui, ça sert à me positionner un peu sur ce que je veux faire, mais il y a un retour à faire sur son épistémo. Et je vous dirais, il faut aussi se donner la possibilité de le faire après, une fois qu'on a passé toutes les analyses, pour comprendre et mieux réfléchir la portée de notre travail. À toi, Louis. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question qui rejoint un peu en fait des questions précédentes. Parce que du coup, donc là, ce projet de recherche-intervention, il est venu parce qu'il y avait une demande que vous avez identifiée d'une personne avec qui vous avez échangé. Moi, je me retrouve dans une démarche assez inverse, c'est-à-dire que j'ai mon idée et puis je vais un peu tester, voir si sur le terrain, des personnes acceptent que je mène ma recherche. Alors, intervention, je ne suis pas persuadée, mais bon, à peu près, disons. Et sur le principe, il y a certaines personnes qui sont séduites, certaines qui ne le sont pas trop. Donc bon, je me focalise sur celles qui sont séduites. Et en même temps, je vois que ça ne prend pas tant que ça. Et je me dis, est-ce que dans ces cas-là, votre conseil, c'est de se dire, bon, bah tant pis. Ou est-ce qu'il y a moyen de donner confiance à ces acteurs-là et de leur montrer peut-être par certaines manières l'intérêt de la démarche? Alors, on est encore dans un cas d'émergence de la demande, donc c'est sûr que c'est quand même des choses qui sont pas compliquées dans le sens techniquement à faire, mais qui sont très incertaines en fait, parce qu'effectivement, c'est aussi, est-ce que les gens sont en capacité de pouvoir se saisir cette demande-là, ou en tout cas de ce sujet-là. Mais ce que je pense, c'est que, je ne sais pas exactement sur quoi vous travaillez, mais si vous passez par le travail de ces personnes-là en lien avec ce sujet-là, il y a peut-être une piste. Les gens en entreprise, ils sont intéressés quand ça peut leur bénéficier. Pas dans le sens qu'ils sont égoïstes et puis qu'on veut juste des choses pour notre intérêt, mais c'est qu'ils vont s'engager dans des démarches quand ça va leur permettre de faire passer leur agenda, quand ça va permettre de faire bénéficier leurs conditions de travail, peu importe. Donc, il y a un enjeu très stratégique pour vous de réussir à, oui, votre sujet, mettons, je ne sais pas, moi je m'intéresse à donner de l'autonomie aux employés, donc je m'intéresse aux effets sur la santé de l'autonomie des employés, mettons que c'est ça le sujet. Bon, ben ça, c'est un sujet en tant que tel, mais ce sujet-là, il vient questionner le travail de ces personnes-là. Et si ces personnes-là, elles résistent à ce sujet-là tout en y étant intéressées, il y a quelque chose qui se joue là-dedans.
Et peut-être qu'il y a quelque chose à déconstruire. Alors, je vous dis ça, je ne sais pas votre sujet, mais il y a peut-être quelque chose à déconstruire dans cette résistance. Et ça, c'est aussi une donnée en tant que telle qu'il faut analyser. Oui, bonjour et merci Martin pour cette excellente présentation. En fait, ma question rejoint un peu la première question d'Aude concernant l'acceptabilité de la méthode recherche-intervention. Et j'aimerais savoir disons, les meilleurs arguments qui ont fait convaincre le comité de thèse pour accepter cette méthode. Et également, est-ce que vous avez déjà une question de recherche et vous avez choisi la méthode en fonction de la question, ou c'était on commence un peu la recherche et la question se développe au fur et à mesure d'interaction avec les partenaires de la recherche? Donc, c'est un peu ma question. Parfait, merci Hicham pour cette question. Par rapport à mon comité de thèse, donc mon jury, c'est sûr que c'était des gens qui étaient sensibles à la recherche-intervention. Donc, c'est des gens qui aussi, parce que l'idée, c'était de pouvoir évaluer cette pratique-là. Donc, on est allé chercher des gens qui connaissaient les tenants et les aboutissants de cette pratique-là, donc beaucoup d'ergonomes ou beaucoup de gestionnaires qui étaient convaincus par la démarche d'intervention en ergonomie. Donc, en ce sens, la construction du jury, elle est aussi très stratégique dans qui c'est qu'on va chercher. Et je suis allé chercher des personnes plus critiques sur des notions de gestion pour me challenger plus sur le contenu que sur la méthode en tant que telle. Donc, la méthode, elle n'a pas forcément fait l'objet de grosses discussions dans mon comité. Elle était quand même assez acceptée. Maintenant, comme je vous disais, c'est vraiment la recherche-intervention, c'est effectivement très compliqué de la faire accepter par les chercheurs qui sont très traditionnels, mais en même temps, il faut y croire, quoi. Je pense qu'il y a et ça revient un peu dans le positionnement politique du chercheur. C'est qu'à un moment donné, ça fait aussi partie de la façon dont vous voulez construire votre positionnement, et ça ne veut pas dire que vous faites que de la recherche-intervention. Moi, j'ai fait aussi dans plein de projets de recherche, des recherches beaucoup plus traditionnelles, pour construire ma légitimité aussi en tant que chercheur sur d'autres éléments, et pas juste montrer que je fais de la recherche-intervention. Donc, je pense que la recherche-intervention, ça ne peut pas être un axe principal, mais c'est un axe qui est intéressant à pouvoir développer en parallèle. Donc, c'est ça. Et la question de la construction, la question de recherche, elle est super intéressante parce que non, la question de recherche n'était vraiment pas construite au début de ma recherche-intervention. En fait, la recherche-intervention est devenue recherche-intervention au milieu de l'intervention. Donc, je suis rentré par une intervention conseil, puis là, je me disais, c'est intéressant quand même, c'est pile poil mes intérêts de recherche. Silence organisationnel, discussion du travail. Et là, du coup, on l'a transformé en recherche-intervention. Puis eux, ils ont accepté. Pourquoi? Parce que je restais gratuitement 2 ans de plus. Donc, ça, c'était quand même un gros argument par rapport à leur acceptabilité de cette… Je leur disais, moi, je viens quand vous voulez. Je fais tout ce que vous voulez, c'est gratuit, je suis là. Okay, donc, ça, c'était très… ils ont bien aimé ça. Donc, effectivement, en recherche-intervention, la porte d'entrée, c'est la demande. Et donc, ce qu'on nous dit dans la demande, ça va fournir le terreau de notre question. Maintenant, cette demande, il faut toujours la décaler parce qu'elle ne représente pas exactement le problème social comme il se vit par l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise. Donc, il faut forcément essayer de la décaler pour pouvoir, nous, y mettre nos intérêts de recherche. Puis, comme moi, je m'intéresse à la question du travail réel, c'est un intérêt de recherche qui est facile à coller sur tous les enjeux RH, organisationnels, parce que le travail, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de gestion. Donc, c'est un peu aussi de se définir un espèce de centre d'intérêt ou un angle de recherche qu'on peut coller. Et ensuite, on peut définir un sujet beaucoup plus précis par rapport à ce centre de recherche. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, Hicham. Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Parfait. Merci Martin pour votre présentation. Moi, ma question ne sera pas sur la recherche et l'intervention, mais plutôt sur les objets intermédiaires que vous avez présentés. Je serais intéressée effectivement d'avoir plus d'articles au fait de référence sur ces objets, parce qu'ils m'intéressent aussi dans ma tête, surtout les outils de gestion, on peut dire ainsi. Donc, vous avez présenté le fait que ces objets intermédiaires, ça a été au fait un élément central puisque vous avez développé des dispositifs de gestion, le dispositif de planification qui a permis d'objectiver et puis de faciliter la discussion.
Donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'ils ont joué quand même un rôle, on dira, de médiateur là pour favoriser la négociation. Là, j'étais juste curieuse comme ça, peut-être que ça n'a pas été le cas dans votre recherche, mais est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce que vous avez peut-être dans la recherche donc, de ces solutions, le développement de ces dispositifs-là, est-ce qu'il y a eu des cas où est-ce qu'ils agissaient plutôt comme des freins, peut-être des éléments de tension, au fait donc, ce qu'ils ont fait émerger peut-être, au fait donc on va dire, des tensions, des conflits peut-être qui ont été intéressants dans le sujet ou pas du tout? Oui, absolument. Très intéressant, très, très intéressant. L'objet intermédiaire, il est compliqué parce que en fait, la question centrale de l'objet intermédiaire, c'est qui le conçoit. Si c'est moi qui le conçois, j'y connais rien en municipalité, grosso modo, j'y connais un peu plus maintenant, mais j'arrive avec mon outil, puis je viens forcer les gens en fait à mettre leur rationalité dans cet outil. Donc, l'idée, c'est d'essayer de concevoir un squelette le plus malléable possible pour que les gens ils viennent le transformer. Donc, en fait, ce qui est intéressant, et je n'ai pas axé mon analyse là-dessus parce que malheureusement, dans ma méthode, je n'ai pas assez récupéré de données là-dessus, mais ce que je me rends compte de ce qui s'est passé, c'est que cet objet intermédiaire, il a évolué de rencontre en rencontre. Il a commencé dans une forme, il a pris une autre forme à la deuxième rencontre, troisième rencontre une autre, quatrième une autre, cinquième. Et en fait, l'idée de l'objet intermédiaire, c'est de se laisser cet espace d'évolution-là pour que les gens, en fait, ils recréent l'objet intermédiaire en fonction de ce qu'ils veulent y mettre dedans. Donc, c'est sûr que nous, on fait un choix à un moment donné en tant que consultant en disant, voilà, on vous propose cet espace de discussion-là. D'ailleurs, notre choix premier, il n'a pas du tout fonctionné. Donc, c'est d'être sensible aussi au fait que ça fonctionne et que ce n'est pas grave. C'est ça la recherche d'intervention aussi. Et on a eu des freins, absolument. Il y a eu des employés qui n'ont pas du tout réussi à utiliser l'objet pour pouvoir objectiver leurs paroles. Mais en fait, à la rencontre d'après, ils sont arrivés avec des photos, ils sont arrivés avec des… Et donc là, ils ont proposé aussi des objets intermédiaires pour pouvoir discuter. Donc, je pense que la clé, c'est qu'effectivement, ça va jouer ça va être un obstacle, un frein, c'est clair. Et donc, il faut accompagner les gens aussi à travailler autour, mais il faut aussi prévoir la modification de cet objet intermédiaire. S'il y a obstacle, c'est qu'il peut être modifié pour fitter un peu mieux. C'est comme ça que je réponds. Alors, dans l'ordre de retour aux paroles, Aude, Hichem qui fait son comeback et Martial. Oui, je reviens un peu, peut-être en lien avec une de mes questions, mais en fait, Martin, la démarche que tu as dit que tu as fait, bon, c'est parti d'une demande, il y a eu une reformulation de la demande, un diagnostic, puis ensuite la co-conception de la solution et du suivi. Et tu as dit que finalement, c'est durant le diagnostic où il y avait des concepts qui t'intéressaient et tout ça que tu as réalisé que tu allais faire une recherche-action. Puis mon idée, en fait, là, c'est un peu ce que je vis aussi, mais finalement, le diagnostic, c'est à la fois la méthode, mais c'est à la fois la justification du projet de recherche et la problématique. Donc, est-ce que finalement, là, je reviens à l'abduction, mais est-ce que finalement, on la met dans la méthode puis on fait semblant qu'on ne savait pas au début? Parce que dans le fond, c'est ça, le diagnostic est à la fois… C'est ça qui a justifié le fait, même dans ton cas, qui a justifié le fait que tu as décidé de faire une recherche-intervention. Puis ben là, je vais probablement lire ta thèse à savoir comment tu as formulé ça alors que c'est rendu là que tu as su que tu allais faire ça. Mais le diagnostic joue plusieurs rôles, là. Absolument. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que l'écrit scientifique, il ne représente pas du tout ce que tu fais en tant que chercheur scientifique. Et moi, j'ai eu énormément de difficultés à écrire ma thèse. Et donc, tu la liras, mais tu vas voir que tu ne vas pas ressentir tout ça dedans, hein, parce qu'à un moment donné, j'ai juste lâché, puis je suis rentré dans le moule, puis j'ai écrit comme j'ai pu, puis j'ai justifié comme j'ai pu. Parce que l'écrit scientifique nous force. L'écrit scientifique, le modèle d'écriture scientifique, il n'est pas adapté à la recherche-intervention. Et d'ailleurs, même quand tu vas faire des demandes d'éthique, recherche-intervention, là, j'ai déposé une demande d'éthique, et puis en fait, on me pose plein de questions que je n'ai aucune idée de la réponse. Donc, il va falloir que je dise les choses. Fait que, oui, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Le diagnostic a joué le rôle de problématique que j'ai rattaché avec d'autres problématiques plus théoriques retrouvées ailleurs, évidemment, puisque c'est aussi ça. Et tout part de là. Donc oui, effectivement, c'est un peu… Il y a quelque chose de très artificiel ensuite dans le fait de l'écrire. Oui, c'est un peu absurde parce que, comme tu dis, tout le long de ton cheminement, tu t'interroges sur ta posture de chercheur. Puis au final, quand est rendu le temps de mettre ça par écrit dans une thèse, bien, on bluffe un peu, finalement. Ben après, moi, j'ai été très honnête. Il y a une grosse partie épistémo, justement. Et maintenant que tu dis ça, tu vois, je me rends compte que c'est un peu aussi parce qu'il y avait malaise que j'ai vraiment mis beaucoup d'épistémo pour essayer de creuser justement cette question du malaise. Et puis très, très superficiellement, j'en suis persuadé là.
Mais c'est ça. Donc oui, absolument. Et à un moment, il faut le lâcher parce que sinon, ça te fait souffrir et tu n'y arriveras pas à écrire. Et puis à un moment, il faut le lâcher et puis se dire de toute façon, la thèse, c'est la game, tu vois. Il faut la jouer, la game. Il faut la poser, la thèse, pour pouvoir accéder à d'autres choses qui permettront de faire d'autres recherches, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre ce qu'on écrit, ce qu'on produit comme écrit scientifique, puis ce qu'on fait. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, je trouve. On n'en parle vraiment pas beaucoup de cet écart-là. Merci. Donc, Hicham is back. Hicham, et puis après, Martial. Oui, merci Olivier. Donc, ma deuxième question est concernant un peu pour les résultats et la communication des résultats. Pour une recherche intervention, les partenaires, ils s'attendent un peu plutôt d'un rapport d'un consultant que d'une thèse. Et là, avec tous les contraintes qui viennent avec un rapport de consultant, les messages, comment communiquer les messages et la thèse en tant que document scientifique, la transparence et tout. Est-ce que dans votre cas, vous avez un peu ce dilemme-là entre une communication consultante et une communication plus scientifique? J'ai pas vécu vraiment de malaise dans cet écart-là. Moi, c'était très clair, puis ça a été clarifié. En fait, ce qui est très important, c'est de clarifier les règles du jeu avec le partenaire aussi. Et ça, c'est fondamental, ce à quoi ils vont s'attendre. Et moi, ça a été très clair que le livrable qu'ils allaient avoir, c'était un ensemble d'outils et le diagnostic, on l'avait fait sous forme PowerPoint, puis on leur remettait ça. Donc, on avait été très clair sur qu'est-ce qu'on rendait. Puis ça, c'est fondamental. Il y a un enjeu donc, que j'ai peu parlé, mais il faut contractualiser, il faut s'entendre, avoir accès. Après, je les ai invités à ma thèse. Et là, on est dans une production scientifique. Mais les mots scientifiques que j'utilisais, jamais je les ai utilisés avec eux. Parce que eux, objet intermédiaire, voilà, c'est cool, mais ils gèrent des budgets, ils creusent des nids de poules, ils bouchent les nids de poules plutôt. Donc, un objet intermédiaire, ça ne leur est pas utile comme mot. Ça, c'est un mot de chercheur, un mot de… donc, oui, je fais vraiment la différence entre ce que je donne à mon partenaire qui va lui être utile, donc il faut qu'il soit écrit dans un langage opérationnel dont il peut se saisir. Puis moi, ce que je vais écrire pour ma communauté scientifique, où là, il va y avoir mon travail de chercheur, théorisant, conceptualisant. Et pour moi, ces deux espaces sont bien différents. Et on n'aborde pas forcément les choses de la même façon. Parce que dans l'écrit opérationnel, il y a forcément un peu de stratégie de comment je les amène à se saisir de ce que je dis clairement dans le scientifique, mais que je mets dans d'autres mots dans l'opérationnel. Donc oui, il y a vraiment un travail entre les deux. Ok, merci. Martial, c'est à toi. Merci beaucoup Martin pour ta présentation. J'ai une question très personnelle, donc à laquelle évidemment tu es libre de répondre. Je t'ai entendu parler de souffrance dans ton travail de chercheur durant ta thèse, et la souffrance, bien sûr, est au cœur de l'ergonomie. Donc, en quoi ta propre recherche t'a changé? En quoi ça a pu changer ton propre rapport à ton travail de chercheur? Oh Alors, ce qui m'a fait souffrir beaucoup dans mon travail de chercheur, ça a été, et c'est un peu ce que Aude disait, l'espèce de légitimité, d'acceptabilité de la recherche-intervention, parce qu'elle fait quand même beaucoup partie de mon ADN. Moi, comme je vous l'ai expliqué, j'ai une formation d'intervenant. Pour moi, c'est naturel d'intervenir. C'est la seule façon dont je peux me saisir des phénomènes autour de moi. Je suis mal à l'aise avec l'idée d'être un œil extérieur et puis de regarder les choses se faire en pensant que ça n'influence pas cet œil extérieur. Je pense qu'il y a incompréhension. En tout cas, je ne le comprends pas fonctionner. Donc la souffrance, elle s'est située à cet écart-là. C'est situé dans le fait que je me sentais pas du tout légitime. Et en plus, jeune chercheur, donc moi j'arrive là-dedans, je n'ai pas d'expérience professionnelle, je n'ai pas de questions qui a été établies par la pratique de consultant que j'ai eu pendant des années. C'est faux. Je suis arrivé… J'ai lu, puis à un moment, je me dis, oh, c'est intéressant. Puis j'ai réussi à le raccrocher à des problèmes personnels ou à des enjeux personnels plutôt. Et ça a donné du sens. Mais tu sais, c'est pas la pratique professionnelle qui a amené ça. Donc la souffrance, ça a été vraiment dans cette espèce de, bon Dieu, c'est pas rigoureux ce que je fais. C'est pas rigoureux, c'est pas de la recherche. Je suis un imposteur. Je suis en train de bullshiter de la recherche à partir de mon positionnement intervenant. Comment je vais faire pour camoufler tout ça dans ma thèse? Et en fait, j'ai réussi à un moment donné à prendre une pause et à vraiment me plonger dans la littérature en recherche-intervention, parce que ça, c'est con, mais je ne l'avais pas fait. Et que je faisais un truc en fonction de ma connaissance d'intervention, mais
je ne m'étais pas plongé dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que tous ces gens-là, ces grands chercheurs, David, Atuel, dès qu'on s'intéresse un peu à tout ça, on les lit, quoi. Ben, ces mecs-là, ils nous expliquent que ben non, c'est ça la recherche-intervention, c'est bien normal, c'est bien. Alors, c'est sûr que ça va te fermer des portes. C'est sûr que tu vas avoir du mal à publier dans tel journal ou que tu vas pouvoir aller faire une belle communication à tel congrès international. Mais en même temps, est-ce que tu as envie de faire ces trucs-là? Alors, après, ça pose toute la question de l'accès à l'emploi qui est très compliqué maintenant et puis toutes ces choses-là où on est obligé de passer par là. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mais oui, ça a changé mon rapport à la recherche parce qu'à un moment, je me suis dit, hey, tu sais quoi? Fuck it. Je vais publier mon positionnement et après, on va en discuter. Parce que je suis légitime, je suis rigoureux, j'ai fait de la job, j'ai passé des heures et des heures à analyser mes données comme tout le monde. J'ai discuté avec la DG à 2 heures du matin pour comprendre c'était quoi son problème de procédure. Et puis, ça m'a donné des super données. Je l'ai fait, tu vois. Alors, il y a des erreurs, il y a des failles. Moi, le doctorat, il m'a appris ce que je ne referai plus. Il ne m'a pas appris ce que je dois faire. Il m'a appris ce qu'il ne faut pas refaire, en fait. Tu vois. Donc, c'est plus… À un moment, j'ai juste dit genre, OK, ça suffit. Et mon encadrement a joué un très grand rôle là-dedans. Mon encadrement a vraiment… J'ai eu beaucoup de chance du côté de mon encadrement qui a été une très, très grande ressource pour ça. Merci. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions que personne ne sorte frustré de tout ça? Bon, en même temps, la frustration fait partie du métier. Hein. Pour les objets intermédiaires, je mets juste le nom de l'auteur. C'est vraiment l'auteur de référence. Et après, vous pourrez naviguer à travers ça. Vink 2009. Et si vous regardez dans Falzon 2013, ça s'appelle Ergonomie, je vous l'écris, Ergonomie constructive. Ce bouquin-là est très intéressant et il parle des objets, il ne parle pas principalement des objets intermédiaires, mais il y a quelques articles qui abordent cette notion d'objet intermédiaire. Donc, je vous invite à consulter ça, c'est très, très, très intéressant.